Après le 1er janvier 1960, date de l'indépendance au Cameroun, la question de la protection du pouvoir d'Amadou Ahidjo se posa avec acuité à Paris. L'Union des populations du Cameroun, qui revendiquait l'indépendance véritable, ne s'avouait en effet pas vaincue et était déterminée à continuer la lutte en mettant à mal le pouvoir qui venait théoriquement de changer de main. Jusqu'où faut-il soutenir Ahidjo dans la répression de ce mouvement subversif? Selon le rapport de la commission Macron, à Paris, la question n'est pas tranchée. Certes, l'ambassadeur Jean-Pierre Bénard reçoit pour instruction de soutenir et d'aider le gouvernement de M. Ahidjo, mais il reste à préciser dans quelle mesure le faire, avec quels moyens et suivant quels objectifs. 3 hypothèses sont envisagées. La France s'engage à fond, reste sur la réserve ou accorde au Cameroun une aide indirecte maximale et, très exceptionnellement, une aide directe circonstanciée. La dernière hypothèse a la préférence du ministère des Armées. Il s'agira alors, écrit-il, en zone rebelle, de stationner une partie de nos moyens de manière à assurer le plein pouvoir et la couverture des forces camerounaises, exceptionnellement dans des cas de crise grave ou de nécessité inopinée, une aide directe limitée dans le temps pourrait être accordée. Cette attitude, ménageant nos bons rapports avec le Cameroun, préservant la France de toute accusation d'ingérence délibérée, présentant une efficacité suffisante et paraissant proportionnée à nos moyens, semble la meilleure. Fin de citation. La question de la hiérarchisation des responsabilités qui doit permettre à l'intervention française de se faire en préservant l'apparence de l'indépendance camerounaise reste la principale préoccupation, comme en témoignent les instructions données au général Briand avant son départ sur le terrain mi-décembre 1959. Je cite. Dans l'accomplissement de votre mission, vous aurez comme principal souci d'aider au maximum le gouvernement camerounais en prenant toutes les dispositions formelles pour que ce dernier soit, aux yeux de l'opinion internationale, libre de ses décisions et responsable de leurs conséquences. Fin de citation. Diluer la responsabilité de la France est également au cœur des directives formelles que le ministère adresse au général Briand début janvier 1960, notamment l'instruction personnelle et secrète IPS qui l'incite à considérer l'indépendance camerounaise comme un fait fondamental imposant des contraintes à son nation. Je cite. En conséquence, il ne saurait être question de transposer au Cameroun les principes et méthodes appliqués en Algérie, partie intégrante du territoire national. En particulier, vous devez vous abstenir soigneusement d'empiéter de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit sur des attributions qui ne sauraient être du ressort de la France. Administration, police, justice, arrestation, sauf cas de flagrant délit, interrogatoire, camp d'internement, encadrement ou regroupement de population, scolarisation, etc. Ceci n'exclut nullement votre aide ou vos conseils dans les domaines précités, mais dans tous les cas, l'action menée doit être et apparaître celle du gouvernement camerounais et la sienne seule. Fin de citation. Ce texte insiste, relève le rapport, sur la nécessité de donner à la répression un visage camerounais, que ce soit de manière symbolique, limiter au maximum la levée du drapeau français et inciter à user et abuser du drapeau camerounais ou pratique. Dans les faits pourtant, tout est prévu pour que le commandement réel soit assuré par le général du commandement interarmé des forces françaises au Cameroun, le CIF. Rappelant la procédure de réquisition de l'armée française, le général Dio souligne, dans une note qu'il adresse au général Briand, que le gouvernement camerounais doit, après acceptation tacite de sa demande par l'ambassadeur, se contenter de tracer les limites de l'intervention. Le chef du CIF reste alors seul juge des moyens à mettre en œuvre sur le terrain, comme des missions à assigner à ses subalternes. Il organise le renseignement, articule le dispositif et fixe les missions de toutes les unités, même les camerounaises, dont le commandement est assuré par les seuls officiers français. Le texte souligne aussi les limites de ses prérogatives, liées à la nécessité de préserver toujours les apparences. Il ne peut autoriser l'usage des armes hors de la légitime défense, prescrire, procéder ou permettre l'arrestation d'un individu en dehors d'un flagrant délit ou imposer des atteintes punitives aux biens meubles ou immeubles sans autorisation d'un représentant du gouvernement camerounais. Toutes les unités françaises doivent être accompagnées d'un gendarme ou d'un agent de police habilité par le gouvernement camerounais à procéder à des arrestations ainsi qu'à la réquisition éventuelle des services et des biens des individus. Hébergement, corvée au profit des forces de maintien de l'ordre. Fin de citation. La préservation des apparences est là encore, selon le rapport, le fil rouge de ce texte, que ce soit à propos de la participation de l'armée aux procédures judiciaires, à la recherche du renseignement ou à d'éventuelles représailles collectives. Je cite.
Le général doit veiller dans ce cas à ce que les personnels français d'encadrement ne participent pas à de telles entreprises et ne soient pas présents au moment où elles sont exécutées. Fin de citation. L'astuce était bien trouvée, planifier tout et surveiller par la fenêtre comment le nègre de service exécute. Les choses ne sont pas différentes 66 ans après, cette fois sur le plan politique et monétaire.